Bonjour à tous. Et si ce sentiment de pression constante, cette distraction permanente, cette impression d'être toujours en retard, si tout ça au fond était connecté, c'est ce qu'on va explorer ensemble aujourd'hui, le schéma invisible qui sous-tend notre monde moderne. On connaît tout ça, n'est-ce pas? Ce sentiment d'être constamment en dette, que ce soit une dette financière bien sûr, mais aussi une dette morale envers la société, ou même une dette écologique envers la planète. Et puis, il y a cette impression d'avoir l'esprit complètement fragmenté, tiré dans 1000 directions à la fois, avec par-dessus tout cette urgence permanente, cette course sans fin. C'est presque devenu notre état normal. Mais voilà l'idée. Et si ce n'était pas du tout une coïncidence? Si tous ces sentiments n'étaient en fait que les symptômes d'une seule et même structure, un système profondément interconnecté, une sorte, si l'on veut, d'écologie de la domination. Alors essayons de cartographier ce système. Il faut voir qu'il opère sur plusieurs niveaux en même temps. Il y a le niveau symbolique, qui façonne nos idées, le niveau économique, bien sûr, et plus récemment, le niveau algorithmique, qui nous gouverne de manière de plus en plus invisible. Et le truc, c'est que chaque niveau renforce les autres, créant une boucle de rétroaction incroyablement puissante. Le premier grand pilier de ce système, c'est la dette. Mais attention, on ne parle pas seulement de la dette financière qu'on a à la banque, non. C'est un concept beaucoup plus large, un outil de pouvoir bien plus fondamental qu'on ne le pense. C'est ce que montrait très bien l'anthropologue David Graeber. Pour lui, la dette, avant d'être économique, est un rapport moral. Elle n'est jamais neutre, jamais égale. Par définition, elle crée une hiérarchie. Il y a celui qui doit et celui à qui l'on doit. Et cette relation est fondamentalement asymétrique. Et ce qui rend ce mécanisme si redoutablement efficace, c'est qu'il s'applique à toutes les échelles. À l'échelle individuelle, le crédit ou la culpabilité écologique nous paralyse, nous réduit au silence. À l'échelle d'un État, la dette publique devient un prétexte pour neutraliser la démocratie au profit des marchés. Et à l'échelle mondiale, la dette du Sud sert à maintenir les vieilles hiérarchies géopolitiques. Cette citation de Graeber résume tout parfaitement. En fait, la dette, c'est l'art de transformer une relation de pouvoir pure et dure en une simple obligation morale. Et forcément, une obligation morale, c'est beaucoup plus difficile à contester qu'un rapport de force. Et c'est là qu'on peut faire le lien avec le philosophe Giorgio Agamben. La dette, qu'elle soit financière, sanitaire ou climatique, installe un sentiment d'urgence perpétuelle. Et cette urgence devient la justification parfaite pour ce qu'il appelle l'état d'exception. C'est un mode de gouvernement où, au nom de la crise, on peut suspendre les règles normales du jeu démocratique. Cette urgence permanente, elle nous propulse directement dans le deuxième pilier du système, l'accélération. C'est simple, ce système a besoin de vitesse pour exister. Il est structurellement incapable de ralentir. Il doit accélérer toujours. Le sociologue Hartmut Rosa l'a très bien décomposé. Il y a d'abord l'accélération technique, la plus évidente, tout va plus vite, mais il y a aussi l'accélération du changement social, les modes, les valeurs, les carrières, tout est plus éphémère. Et enfin, ces deux-là nourrissent l'accélération de notre rythme de vie personnel, cette course folle où l'on est bombardé d'infos et où l'on a peur de tout rater. Bien sûr, cette accélération a un coût humain, un coût énorme. Elle nous coupe de ce que Rosa appelle la résonance. Cette capacité à entrer dans une relation profonde avec le monde, les gens, notre travail. À la place, on tombe dans l'aliénation. Le monde devient un flux de données qui glisse sur nous sans vraiment nous toucher. On est déconnecté. Mais le vrai piège, le voilà. Le système ne peut pas freiner. C'est ce que des penseurs comme Jacques Ellul ou plus récemment Timothée Parikh ont montré. Le système est tellement fort qu'il absorbe même les critiques. Prenez l'écologie, elle est transformée en croissance verte, qui n'est pas une transition, mais juste une nouvelle façon d'accélérer. Et ça nous mène à une conclusion assez vertigineuse. Dans un monde qui carbure à la vitesse, le simple fait de ralentir, de vouloir réintroduire des temps longs, ce n'est pas de la nostalgie, non, ça devient un acte de résistance politique, un acte radical. Ce qui nous amène au troisième et dernier pilier, celui qui s'est développé avec l'ère numérique. Ici, le pouvoir lui-même a changé de forme. On est passé d'un contrôle visible, basé sur la discipline, à un contrôle beaucoup plus subtil, invisible et prédictif. On peut voir cette trajectoire assez clairement. Dans les années 70, Foucault parlait de biopouvoir, un pouvoir qui gère la vie des populations. Dans les années 2000, avec Zuboff, on a vu arriver le capitalisme de surveillance. Et aujourd'hui, on entre dans ce qu'on peut appeler la gouvernementalité algorithmique. Le biopouvoir, pour faire simple, c'était le moment où le pouvoir a compris qu'il était plus efficace d'organiser et de gérer la vie des gens à grande échelle plutôt que de juste punir. C'était la première grande étape vers un contrôle plus subtil. Aujourd'hui, on a franchi un nouveau cap. La philosophe Antoinette Rouvroy parle de co-do-pouvoir. L'idée, c'est que le pouvoir ne réside plus dans la loi qu'on peut lire et débattre,
mais dans le code informatique, qui est invisible et qui organise à l'avance nos choix, nos désirs, nos comportements dans l'environnement numérique. Et voilà le changement fondamental. Le but n'est plus de forcer les gens à obéir par la contrainte. Non, le but est de prédire leur comportement pour les orienter en amont, avant même qu'ils n'aient l'impression de faire un choix. C'est une domination douce, préventive et souvent totalement imperceptible. Alors, la question qui tue, face à un système aussi complexe, aussi diffus, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, un problème de cette nature appelle forcément une forme de résistance différente de ce qu'on a connu. On ne peut pas combattre un système en réseau avec une vieille structure pyramidale et centralisée. Ça ne marche pas. Si le problème est décentralisé, la réponse doit l'être aussi. Elle doit être ce qu'on appelle rhizomatique, comme un réseau de racines qui pousse partout en même temps, sans chef, sans centre de commandement. Et concrètement, ça ressemble à quoi ? Ça veut dire agir sur plusieurs fronts à la fois. D'abord, se battre sur le terrain des idées, reconquérir le récit. Ensuite, refuser systématiquement ce chantage à l'urgence permanente. Ça veut dire aussi créer des espaces locaux, autonomes, qui essaient de fonctionner selon d'autres règles. Et enfin, comme on l'a vu, pratiquer une politique de la lenteur. Le message clé, c'est peut-être qu'il faut changer notre imaginaire de la résistance. Il ne s'agit plus d'attendre le grand soir, la révolution unique qui va tout changer d'un coup. Il s'agit plutôt de comprendre la transformation comme un processus, un tissage patient fait de milliers de petites actions, de micro-ruptures, qui mises ensemble finissent par créer une autre réalité. Finalement, toute cette analyse nous laisse avec une question ouverte, une question immense. Si le pouvoir moderne a pris la forme d'un réseau complexe de dettes, d'accélération et d'algorithmes, alors, comment fait-on pour construire, patiemment et obstinément, un réseau de liberté ?